10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Et bonjour à toutes et à tous. Bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Bonjour Géraldine Levasseur. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes productrice. Votre société de production Girafe Prod produit énormément de documentaires pour Zone Interdite. Entre autres, vous étiez venu déjà sur ce plateau. Et demain, on va pouvoir voir, 22, oui c'est ça, on est le 21. Donc demain, oui. Je suis un petit peu enrhumée, donc j'ai un peu la tête à l'ouest. Sur Canal Plus Doc et puis sur MyCanal French Connection. C'est une série de 6 fois 26 minutes qui raconte l'histoire de la French Connection avec des témoignages, avec des reconstitutions, mais une réalisation assez incroyable, justement. C'est réalisé par Julien Bouluen et Jérôme Corquiquian. Et on va parler également d'amour trisomique, l'amour des siens. Ce sera sur LCP. Mais tout de suite, on commence avec le zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Hier, sur toutes les chaînes info, ils oscillaient entre les agriculteurs et l'affaire Palmade. C'est même plutôt TV Palmade. Et c'est en fin d'après-midi quand le journaliste de PFM a pris l'antenne pour annoncer le verdict. Le président de l'audience a longuement expliqué à Pierre Palmade, qui était debout devant lui, les deux mains sur le pupitre: vous serez très prochainement convoqué par un procureur à Bordeaux et ce procureur va déterminer la date et l'établissement pénitentiaire où vous allez exécuter une peine de 2 ans de prison. Voilà ce que le président de l'audience a indiqué à Pierre Palmade, qui est resté somme toute impassible face à lui, un peu hagard, le regard perdu. Le président a également indiqué au comédien qu'il avait au-dessus de la tête, à l'issue de ces 2 ans de prison, une autre peine de 3 ans qu'il risquerait d'exécuter s'il ne se soumettait pas à ses obligations. Obligations de soins, obligation d'indemniser les victimes et aussi de ne pas recommencer les mêmes infractions. Il a beaucoup insisté sur ce point, le président. Là encore, Pierre Palmade a accueilli ça avec une forme d'impassibilité. Est-ce que vous trouvez que c'est sévère ou pas ? Vous n'avez pas suivi l'affaire. Bon. J'ai pas suivi l'affaire. Il a été condamné à 5 ans Il a été condamné à 5 ans de prison, dont 2 fermes, et avec une exécution provisoire, c'est-à-dire il ira en prison avant l'appel. Non, donc, je pense que c'est c'est normal. Je pense que c'est assez juste. À partir du moment où, quand on prend sa voiture, il faut être responsable. Et Pierre Palmade, ce jour-là, était comme un homme armé, c'est-à-dire qu'il était au volant d'une voiture, il n'était pas capable de se maîtriser. Il a créé un accident très grave, il a coûté la vie à un bébé. Vous avez suivi un peu quand même. Oui, bien sûr, j'ai suivi. Mais, pardon, je suis pas très réveillé, donc je n'ai pas écouté votre ça va être top l'émission. Alors, Valérie, vous savez que c'est mon feuilleton préféré. Ouais. Les nominations du futur gouvernement de Trump. Ouais. Alors vraiment, ça c'est... Ça vous suivez un peu ou pas, Géraldine? Oui. Ça c'est ma marotte. Ouais. Il faut dire que c'est un vrai spectacle. Ah oui. Alors moi, et puis ça donne envie d'être une petite souris au moment où ils vont tous se réunir, le gouvernement. Alors hier, après l'ancienne patronne du catch qui a été nommée, hier une nouvelle nomination dont vous allez voir, ça a fait tomber de son siège Patrick Cohen. Dans C'est à vous. Il s'en est toujours pas remis. Un chirurgien star des plateaux télé à l'assurance maladie, c'est le docteur Oz. Oh non, pas lui. Eh oui, il a pour mission de réduire, je cite Trump, le gaspillage et la fraude au sein de l'agence gouvernementale, lui qui a parfois poussé des traitements miracles ou magiques. Dont l'hydroxychloroquine, je me souviens, il avait fait la pub, il avait invité Raoult, il était le seul dans les médias américains à avoir invité Raoult à ce moment-là. Effectivement, dans la crise Covid. Et alors ça tombe bien puisqu'il sera sous la responsabilité du vaccino et covido-sceptique Robert Kennedy Jr., nommé par Trump à la santé. Alors, le Dr Oz à la santé, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Alors, vous ne vivez pas aux États-Unis, mais quand vous allez aux États-Unis, déjà, son émission a un succès de dingue. Et alors, des fois, c'est quand même des thérapies ou des propos un peu bizarres, on va dire. Le Dr Oz, c'est quelque chose. Un reportage hier dans le 20h de France 2 sur les prédateurs sexuels. Alors évidemment, c'est par rapport au doc que vous avez fait sur les trisomiques, parce que ça parle des enfants trisomiques ou handicapés qui subissent des viols et qui ont du mal à l'exprimer et à le formuler. Et du coup, l'ASE n'y croit pas et pense que c'est dû à leur handicap, qu'ils s'imaginent des choses. Reportage, allez voir, parce que là ça va être qu'un extrait, mais allez sur le site de France 2 pour aller voir ce reportage qui fait 4 minutes 30, qui est juste dingue.
À 15 ans, il a l'âge mental d'un petit enfant, incapable de prononcer le moindre mot. Pourtant, Nathan, atteint d'une déficience intellectuelle sévère, a sauvé sa peau et celle de ses copains. Il a pu donner l'alerte parce qu'il a appris très tôt à communiquer avec ses pictogrammes. Il a pu raconter qu'il avait été agressé sexuellement par un éducateur. Il y a 1 an et demi, comme tous les soirs, sa mère lui demande comment il va. Sur son outil, il me pointe le nom. Et de là, donc, il fait le chemin, donc dire autre chose. Quelque chose ne va pas. Douleur, blessure. Il me montre fesses et langue. Il a pu décrire que cet éducateur lui avait léché le zizi et lui avait fait mal aux fesses. Et du coup... c'est profondément dégueulasse. Ouais. Hein. Oui. C'est profondément dégueulasse. Alors, dans le documentaire, justement, qu'on vient vous de évoquez faire... la sexualité. Alors, on évoque une sexualité... qui n'existe pas, en fait, réellement. Qui est une sexualité assez particulière pour les enfants trisomiques, mais beaucoup de mères ont un travail pour rendre leurs enfants autonomes, en fait, qui prennent les transports tout seuls. Enfin, parce que la question, c'est qu'est-ce qu'ils vont devenir quand on sera plus là. Et les mères sont très angoissées par cette question-là. Enfin, je parle des mères parce que c'est surtout des mères que j'ai interviewées. Et c'est frappant parce qu'effectivement, il y a la difficulté de parole, il y a la difficulté de compréhension, et elles ont toujours peur que quelqu'un fasse du mal à leurs enfants parce qu'ils sont incapables d'en parler. D'en parler et même de se défendre pour la plupart d'entre eux. Il y a eu, comme le film Signalement, qu'on a reçu hier, qui a d'ailleurs très bien marché sur France 2. Regardez-le en replay, c'est une fiction formidable réalisée par Éric Métayer sur une histoire vraie avec un témoignage tout à fait pas bouleversant, mais très fort, enfin bouleversant et saisissant de cette jeune fille qui a été donc dans une famille maltraitante et sa tante qui a tout fait pour la sauver. Elles étaient sur le plateau de Carole Gessler hier. Et hier, des mères avaient fait des signalements sur cet éducateur et l'ASE n'y a pas cru en disant que c'était des enfants handicapés et que c'était du fantasme d'enfants handicapés, le sujet du 20h de France 2. Mais on a reçu Ophélie Meunier la semaine dernière qui a fait une lettre ouverte pour relancer les pouvoirs publics sur ces zones interdites qui avait démontré justement les dysfonctionnements de l'ASE sans qu'il se passe grand-chose. Donc il est temps qu'on en parle, qu'on en reparle et qu'on insiste pour que les pouvoirs publics prennent les choses en main. Oui, parce que nombre du regard d'enfants qui sont suivis chaque année par l'aide sociale à l'enfance, Ophélie a complètement raison, c'est-à-dire que il faut absolument prendre la chose très au sérieux parce que ça donne des adultes cabossés à la fin. Donc c'est des générations et des générations d'enfants cabossés qui vont grandir de travioles, quoi. Donc c'est très préoccupant comme question. Valérie, on le sait, la France fait face à un déficit de 3 milliards d'euros, un record. Et ben vous savez quoi 3 000 milliards. Hein. 3 000 milliards, vous êtes sûr? Il me semble. 3 000 milliards. 3 000 milliards, un record. Et ben vous savez quoi? Je vais vous emmener de l'autre côté de la frontière en Suisse, à Bâle. Alors eux, il y a un trop plein d'argent. Plus précisément, ils ont perçu un trop plein d'impôts. Ils vont devoir reverser de l'argent. Ça fait rêver. Le canton de Bâle a fait ses comptes. Beaucoup trop d'argent collecté sur les 12 dernières années. 2,6 milliards de francs suisses, soit l'équivalent de 2,8 milliards d'euros. Somme qui va être redistribuée aux habitants. De quoi réjouir cette mère de famille qui vient d'apprendre la bonne nouvelle. Bien sûr que c'est une belle surprise. Normalement, c'est à nous toujours de payer plus chaque année. Seuls les habitants imposables seront concernés. En moyenne, ils toucheront 2 500 francs suisses par an. La somme sera calculée en fonction du montant des taxes qu'ils ont déjà payées. Dans les rues du centre-ville, beaucoup ont déjà pensé à ce qu'ils allaient faire avec cet argent. Moi, je crois que je vais épargner, car c'était une somme prévue pour les impôts. Donc si ça nous revient, le mieux c'est de mettre de côté. Aller en vacances peut-être, si jamais, en France. Ça se demandait si à Bâle il y a eu le Covid et l'Ukraine, puisque ils ont fait plus de 2 milliards. Je pense qu'ils ne connaissent pas l'Ukraine ni le Covid. C'est un truc à part. C'est les éditions Bayard qui l'ont annoncé hier, Valérie, le décès de l'illustratrice Bernadette Després, à l'âge de 83 ans. C'était la co-autrice de Tom Tom et Nana, qui est déjà un succès en librairie, mais aussi en dessin animé. Et je vous ai mis générique. Dans ma dans ma cuisine, je suis le roi. Et moi la reine. Est-ce que j'étais mignonne toutes ces collections?
perfection. Voilà, c'était très mignon. Hein. Et puis le trait assez léger. Et puis intemporel, quoi. C'est-à-dire que ça a traversé les générations. Vous avez bien fait de rendre hommage à Tom Tom et Nana. Dans un instant, on se retrouve avec Géraldine Levasseur pour parler de cette série documentaire inédite, 6 fois 26 minutes, qui raconte l'histoire de la French Connection. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Géraldine Levasseur. Vous êtes productrice chez Giraffe Prod, c'est votre société de production. Vous avez produit pour Canal+, French Connection, qui va être diffusé sur MyCanal et à partir de ce soir, de demain soir très précisément, sur Canal+ Doc. C'est une série documentaire au format de 6 fois 26 minutes, série inédite, série passionnante où vous avez... Alors, la fille de Mémé Guérini, elle est incroyable. Ça raconte l'histoire de cette French Connection, de l'origine, de la manière dont ces Corses sont arrivés à Marseille et la transformation... en usine d'héroïne. Oui, en usine de drogue. Hein. C'est-à-dire que la nature a horreur du vide. Donc, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Marseille est à reconstruire, y compris la pègre. À l'époque, c'était 2 voyous qui s'appelaient Carbone et Spirito qui régnaient sur la ville. Et puis, c'est vrai que les frères Guérini, qui sont des frères pauvres, illettrés, famille nombreuse, qui viennent de Calenzana en Corse, arrivent à Marseille et décident de rentrer dans la voyoucratie. Et assez vite, ils se rendent compte qu'il y a des chimistes hors pair à Marseille qui savent fabriquer une héroïne qui est pure à 98-99%. C'est-à-dire que c'est... beaucoup d'argent en perspective parce qu'elle va pouvoir être coupée 8, 9, 10 fois. Et ils mettent en place toute une filière de production et distribution aux États-Unis. Alors, ils veulent pas distribuer sur le territoire national. Ils s'acoquinent avec la mafia italo-américaine. C'est là. Il y a l'arrivée dans le premier épisode, l'arrivée de Lucky Luciano, absolument. D'ailleurs, la fille de Mémé Guérini se souvient d'avoir été sur ses genoux. Mais surtout, elle dit, puis vous allez continuer, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle dit que son père, lui, ne voulait pas toucher à la drogue. C'était pas la pègre marseillaise. C'était pas ça. Il disait la prostitution, oui, le racket, oui, mais la drogue, non. Puis en fait, il a été obligé de passer le pas. Il y a 2 frères Guérini, il y a Antoine et Mémé, enfin Barthélémy qui est surnommé Mémé. Et Antoine, lui, tout est bon pour faire de l'argent. Et quand Lucky Luciano, la mafia italo-américaine, arrive à Marseille pour leur proposer de faire du business à destination des États-Unis exclusivement, parce que la clé, c'était de ne pas distribuer sur le territoire français pour avoir la paix. Lui, Mémé Guérini, donc, qui est le plus jeune, il a des scrupules, il veut pas y aller, il pense que la drogue, ça transforme l'homme en animal, il pense que c'est une saloperie. Mais comme le dit Milou, qui est un autre voyou qui nous parle dans la série, en Corse, c'est l'aîné qui a le dernier mot. Absolument. Donc, en fait, c'est Antoine qui va l'emporter. C'est comme ça que les frères Guérini... Alors, tous ces gens, pardon, juste une question, ça a été facile de les faire parler, ce soit Milou oui, non, mais voilà, on se pose la question de se dire quel est l'intérêt aujourd'hui pour eux de raconter est-ce qu'ils ont des regrets histoire. Alors, on pose la question dans l'épisode 3, un des gros voyous qui s'appelle Joe Signoli, qui était un homme qui était basé, lui, aux États-Unis, et puis, qui a payé sa dette envers la société, qui a été condamné parce qu'il a été balancé, puisque, en fait, la French Connection... Ils sont souvent trahis, Ouais. Et la French Connection, en fait, a posé beaucoup de bases aux États-Unis. Elle a posé... D'abord, c'est grâce à la French Connection qu'en 1973, la DEA est créée. Et puis aussi, les policiers américains, à un moment donné, ils en pouvaient plus. Enfin, Nixon, il en pouvait plus. Donc, il fallait... C'était une crise sanitaire qui est comparable au fentanyl aujourd'hui. Il y avait plus de morts aux États-Unis d'overdose que de l'année 71, par exemple, de morts liées à la guerre du Vietnam. Et donc, le gouvernement américain a mis en place le programme de protection de témoins pour qu'ils puissent balancer, parce que pour lutter contre la mafia, il faut avoir un intérêt à parler. Et donc, Joe Signoli, par exemple, c'est un voyou qui a été balancé, puisqu'ils se balançaient tous les uns envers les autres. Donc, il a payé sa dette, et à un moment donné, on lui pose la question, mais est-ce que vous avez des regrets ? Donc là, à l'image, on voit tous les morts, on voit cette jeune gamine à Bandol de 17 ans qui meurt d'une overdose, elle a la vie devant elle, et on la voit mourir comme ça dans les toilettes d'un casino à Bandol. Et après, on demande à Joe Signoli, est-ce que vous avez des regrets ? Il dit, bah non, j'ai pas de regrets. C'est des vrais méchants. Mais alors justement, ils ont accepté de parler, pourquoi ? Alors d'abord parce qu'ils sont très vieux. Ils sont très vieux, la plupart ont plus de 90 ans aujourd'hui. Et ils ont envie de laisser une trace. Ils ont un ego.
ils ont envie de laisser une trace. Alors Jean-Pierre Hernandez, qu'on voit apparaître dans l'épisode 4, est décédé la semaine dernière. C'est un monsieur en fait qui était un passeur. C'est un monsieur qui va nous raconter un peu comment on passait l'héroïne avec les voitures, les avions, les tournées des musiciens, etc. Comment de la production qui était faite à Marseille, ça arrivait aux États-Unis. Alors souvent c'était dans des bagages cachés. Ils étaient très astucieux dans les instruments de musique. Ouais, c'est-à-dire que toute l'imagination était débordante. Ouais, c'était incroyable. Et puis c'était tellement rémunérateur qu'ils avaient intérêt à en faire passer beaucoup. Donc en fait ils ont envie de nous parler. Enfin, ça n'a pas été simple. D'abord pour les retrouver. Milou, Émile Diaz était déjà dans notre série précédente sur Dolores, la malédiction du pull-over rouge. Et donc on n'a pas eu de difficulté à faire reparler Milou en quelque sorte. Est-ce que pour vous il y a un lien entre ce qu'on vit maintenant, c'est-à-dire ce qui se passe à Marseille en particulier sur la drogue et sur le narcotrafic, avec ce qui s'est passé dans ces années-là de la French Connection? Est-ce que ça a mis les bases ou pas de ce qu'on vit maintenant? Moi c'est ce qui m'intéresse. Alors ce qu'on dit à la fin de l'épisode 6, c'est que entre la mort du juge Michel... Pardon ? Vous connaissez les épisodes par cœur. Vaut mieux. À la fin de l'épisode 6, qui est consacré au juge Michel, qui est un juge d'instruction qui va quand même payer de sa vie la lutte contre le narcotrafic. Et aujourd'hui, il y a eu environ 800 mômes qui sont morts à Marseille de règlement de compte au narcotrafic. Et ce qu'on pense, c'est que la French Connection a quand même posé les bases d'une narco-deal. Voilà. Et à Marseille, il se passe quelque chose où, à l'époque, c'était un conglomérat comme une coopérative de voyous, en fait, qui mettaient chacun leur part. Toi, tu mets tant sur le chimiste, toi, tu mets tant sur le trafic, etc. Aujourd'hui, c'est des bandes rivales, mais la ville de Marseille est propice, par sa situation géographique, près de la mer, à recevoir, en tout cas, ce narcotrafic. Et la French Connection, oui, a posé des bases. Et French Connection, parce que justement, c'était le lien avec les États-Unis, puisqu'au départ, et c'est pour ça que la police en est assez peu occupée, c'était uniquement pour le marché américain. Mais en 1950, 1960, 1970, il y a 7 policiers à Marseille. Nous, en fait, la French Connection, notre série est née parce qu'au début, on voulait célébrer les 50 ans des stupes de Marseille. Ouais. Et puis, en réfléchissant, on s'est dit, mais quand les stupes de Marseille ont été créés? Et en 1965-67, il y a 7 policiers à Marseille des stupes qui sont chargés de gérer l'ampleur du trafic, qui envoie quand même 7 tonnes par semaine aux États-Unis, c'est-à-dire un truc complètement de dingue. Ouais. Donc, il y a 7 tonnes qui est envoyées chaque semaine. Ouais, à l'époque, aux États-Unis, c'est-à-dire c'est colossal. Pourquoi ils s'arrêtent pas et ils prennent pas des vacances? Qu'est-ce qu'ils font de leur argent? Puisque l'argent tombe incroyablement. Pourquoi ils prennent pas leur tongs et ils partent à Saint-Barth et c'est la belle vie? Parce que c'est des voyous, parce que c'est des braqueurs, c'est des anciens braqueurs, c'est leur vie. Ils ont besoin d'adrénaline, d'avoir des jolies maisons, de flamber, d'avoir des belles bagnoles. Par exemple, Tani Zampa, qui va régner à un moment donné sur la ville de Marseille. C'est quelqu'un qui aime flamber. Milou, il nous le raconte. Ils aiment tous sortir en boîte de nuit, ils aiment Ils aiment être reconnus, être les boss, être les parrains, quoi, en quelque sorte. C'est-à-dire que c'est beaucoup de frimes, toujours les voyous, mais toujours aujourd'hui. Ils aiment avoir les plus belles fringues, ils aiment les plus belles femmes, plus jolies voitures, sortir le soir, ils ont des baraques hallucinantes, ils ont un problème avec leur voiture, ils changent pas le cendrier, ils changent la bagnole, ils ont des maisons incroyables. À nos auditeurs d'y avoir visité un appartement qui a appartenu à un des membres de la French Connection au Canada, à Montréal, et que c'était un truc absolument incroyable de luxe et de piscine, etc. Qui était, ils ont des trains de vie qu'on peut difficilement imaginer. Il y a un chimiste qui avait des toilettes en or. Tout en or, comme ça. C'est-à-dire qu'ils savent plus où mettre leur argent. Et plus on en gagne, plus on en veut. Enfin, sur la réalisation, alors c'est une nouvelle manière maintenant de faire des documentaires, où on est avec de la reconstitution. Vous l'aviez fait aussi de façon extrêmement habile dans Dolores. Et là aussi, ça passe très bien. Parce que moi, je suis pas une fan des reconstitutions. Et c'est pas le côté qu'on peut voir parfois d'une ombre qui passe. Elle est vraiment incarnée. Ces reconstitutions sont incarnées. Donc,
Comment vous, en tant que productrice, vous jugez ces procédés, ces nouvelles narrations? Alors moi, j'adore le docu-fiction, parce que cet enchevêtrement des images d'archives, il y a beaucoup d'images d'archives. Il y a beaucoup d'images d'archives, d'interviews et donc de reconstitutions. Et d'interviews et de reconstitutions qu'on aborde comme de la fiction. Oui, c'est ça. Donc il y a 2 réalisateurs. Il y a Jérôme Corquiquian qui est extraordinaire dans le storytelling et la rigueur. C'est-à-dire que Jérôme, c'est un maniaque, qui est un maniaque du détail, qui est formidable quand il raconte une histoire parce qu'il tisse un fil comme ça. Et puis pour les reconstitutions, on a fait appel à un reporter de guerre, en fait, qui s'appelle Julien Boluen, qui est un type dont c'est la première grande réalisation, donc c'était un vrai risque, mais on savait qu'on pouvait le prendre parce que Julien était complètement emballé. Et ce qui me plaisait chez Julien, c'est son urgence à capter la guerre. Et je me suis dit donc qu'il va nous retranscrire une urgence et une qualité dans sa fiction. Que deviennent les héritiers? Est-ce qu'ils ont conscience qu'ils vivent avec l'argent de gens qui sont morts d'héroïne et d'overdose? Est-ce qu'ils acceptent de vivre avec cet argent sale? Alors les héritiers, d'abord l'argent, il a été très saisi par la justice. Hein. Tous... il y a des petits magots cachés quand même, non? Il doit y avoir des petits magots cachés. Pour être tout à fait sincère, on n'en sait pas trop rien. Et beaucoup d'argent a été saisi par la justice. Par exemple, Joe Signoli, il nous racontait ses manteaux de fourrure, ses voitures, ses apparts à New York, ses apparts à Marseille. Et il nous dit aujourd'hui, j'ai plus rien. Cela dit, on n'a pas fait l'interview chez lui. Donc, il garde. Mais par exemple, c'est les filles ou les enfants de... Ils disent qu'ils n'ont plus rien aujourd'hui. Ils disent tous qu'ils n'ont plus rien aujourd'hui. Ils disent tous que ils ont été punis puisqu'il y a quand même jusqu'en 1970, les trafiquants ils sont pas condamnés à grand chose. Et puis 31 décembre 70, les peines de prison sont multipliées par 10. Hein. Enfin, c'est 20 ans de prison pour les trafiquants, pour les chimistes. C'est d'ailleurs pour ça que des chimistes vont se suicider en prison. Enfin, ils savent qu'ils partent pour très très longtemps. Et la justice va saisir la plupart de leurs biens. On peut se demander pourquoi les Américains ne savaient pas fabriquer l'héroïne. Alors ça, c'est une vraie question. C'est une vraie question. Quel a été le tour de main des chimistes marseillais? C'est le procureur Omeras qui nous le dit dans la série. C'est-à-dire, c'est la différence entre un chef étoilé et un type qui va terminer dans la... Enfin, je crois pas qu'il le dise comme ça, mais chez Sodexo, vous voyez. Enfin, j'ai rien contre Sodexo. C'est la même chose qu'un chef étoilé. Voilà, il y a un chef étoilé, il y a Sodexo de l'autre côté. Quelle est la magie de ces chimistes? On ne sait pas ce qu'ils ont trouvé. En tout cas, ils étaient chimistes par cooptation, de père en fils, de frère en frère. Et donc on ne sait pas quel était leur secret. Quelques mots aussi sur cet autre doc que vous produisez et vous interviewez, parce que j'ai reconnu votre voix, Amour trisomique, l'amour des siens, qui là vous intéressez à un sujet tabou qui est l'amour. Et c'est l'amour au sens large, c'est-à-dire qu'il y a l'amour des mères pour leurs enfants, pour ces enfants, où elles racontent, c'est assez bouleversant d'ailleurs de dire que souvent on leur a proposé de les abandonner purement et simplement à la naissance. Et puis après ceux qui se marient entre eux, c'est assez touchant. Il y a la question de la stérilisation pour certains d'entre eux aussi, parce que y a une mère qui le dit, on peut pas prendre le risque qu'ils aient un enfant parce qu'ils sont incapables de l'élever et nous on n'a plus l'âge de le faire. C'était là aussi ces sujets tabous. Sujet tabou. Oui et non. Ça m'a semblé important à un moment donné. Il y a 50 000 enfants trisomiques qui naissent chaque année en France. Et en fait, j'étais frappé dans une ville où... Juste entre parenthèses, comment ça se fait qu'ils ne sont pas détectés ? Comment ça se fait qu'il y ait encore 50 000 enfants trisomiques? Alors, il y en a aujourd'hui de moins en moins. Il y a aussi des femmes qui choisissent de le garder. 96%, alors pardon, j'ai un cap de chiffres comme ça, 96% des femmes choisissent d'avorter. Et puis il y a des loupés, comme on le raconte dans le documentaire. Il y a des femmes qui n'ont pas été détectées, il y a des femmes qui ont été détectées trop tard, puis il y a des parents qui choisissent de garder un enfant trisomique. Alors, ça change un chemin de vie, parce qu'il y a l'intégration de l'enfant dans la fratrie, et puis en même temps, alors toutes les familles nous ont dit que ça avait aussi changé leur vision du monde, leur vision de la famille, et c'est pour ça qu'au début, on était plutôt parti pour faire un doc sur l'amour entre un homme et une femme, en fait. Entre deux jeunes trisomiques qui s'aiment, qui vont cheminer vers un mariage ou vers une vie ensemble. Ce qui n'est pas facile, un chemin de vie. Les parents nous le racontent, c'est 10 ans d'autonomie, apprendre à vivre ensemble, apprendre à cuisiner, apprendre à faire le transport, apprendre aussi à s'aimer. On n'a pas tellement abordé la question de la sexualité parce que
j'avais pas envie en fait. Oui, et puis on sent qu'ils mettent pas vraiment de mots dessus. C'est vraiment à voir. Je me suis dit que c'était leur histoire. Ouais. Est-ce que ça arrive qu'une personne non trisomique va avec un trisomique? Oui, on a un garçon qui nous l'a raconté. Et ça, c'est accepté par la famille ou la mère? Il se dit pas, il va manipuler notre enfant? Non, au contraire, c'est un soulagement. C'est-à-dire que quand l'amour est sincère, et il faut souhaiter que l'amour soit sincère, c'est un immense soulagement. Parce que c'est la principale angoisse des parents, c'est qu'est-ce qui va devenir quand on sera plus là. Mais bien sûr, c'est-à-dire que les parents n'arrêtent pas de se demander, mais quand je serai plus là, qu'est-ce qui va devenir? Est-ce que quelqu'un va pas lui faire du mal? Est-ce qu'il va pas être placé de force dans une institution? Enfin, et puis ça reste, quand il y a une fratrie, un enfant qui risque d'être à la charge de ses frères et sœurs. Donc c'est une petite angoisse. Donc ça, c'est à voir sur LCP le 27 novembre à 20h30. Oui, c'est un beau doc. Et la French Connection, c'est sur MyCanal, évidemment. Vous pouvez voir d'ores et déjà, je pense, le premier épisode. Et 22 et 29 novembre pour découvrir cette série tout à fait passionnante, parce que moi, j'ai appris plein de choses. Merci Géraldine Levasseur. Nous, on se retrouve dans un instant pour les infos de la semaine. Merci à vous. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman, Sud Radio, le supplément média. Le supplément média avec quelques infos. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de point sur le PAF. Le point sur le PAF sera une bonne émission, un bon titre d'émission média. Donc il y a pas mal de choses qui bougent dans les médias. Donc vous voulez commencer par quoi? Alors c'est des informations, c'est pas des scoops. Vous vendez bien votre truc, vous. Non, mais je suis honnête. C'est des infos que je reprends dans Télé Loisirs Vous voulez une info média? C'est hier un pur média. Je vais commencer avec quand même un cataclysme pour le journal de France 2 qui ne cesse de chuter. Et hier, c'était 2 200 000 téléspectateurs d'écart entre les deux chaînes. C'est vraiment un écart très très important. C'est assez inquiétant avec cette nouvelle formule du journal qui dure 1 heure, mais sur la même durée. Il y a un problème entre le journal de Gilles Boulot et celui d'Anne-Sophie Lapix qui ne fonctionne pas. Faudra que Alexandre Garin vienne nous en parler, mais il est un peu compliqué à caler. Eh ben, ce mardi, j'étais invité, j'y ai pas été. Ça va très bien. Mais c'est la loose totale. Mais cette semaine se tourne 30 épisodes du nouveau Big Deal. Ça se tourne à la Plaine Saint-Denis. On a pu voir sur les réseaux les décors. Alors, c'est le même décor de l'époque de TF1. Il est arrivé en faisant son bip bip et en étant ému. Je parle de la gaffe, évidemment. Alors, a-t-on supprimé pour des questions d'époque, les gaffettes ne devaient plus revenir parce que, évidemment, c'était l'utilisation de la femme, etc., etc. Et il a insisté, et donc les gaffettes seront bien de retour. Et oui. Évidemment, Bill est là dans sa soucoupe volante. Le retour du Big Deal sur RMC Découverte, ça sera en janvier 2025. Pour l'instant, on n'a pas de communiqué là-dessus. Bon. Anne Sinclair, suite au rachat de RMC BFM, a donné sa démission puisque les deux chaînes ont été rachetées par le groupe CMA-CGM. Elle a démissionné avec effet immédiat du comité d'éthique des deux chaînes. Vous savez qu'il y a depuis la loi Bloch un comité qui renforce la liberté, l'indépendance, le pluralisme dans les médias. Et elle pense qu'avec ce nouvel actionnaire, qui est évidemment un gros entrepreneur, eh bien le pluralisme et la liberté et l'indépendance de ces deux chaînes ne sont plus acquises, et donc elle a décidé un peu avec fracas à démissionner. Vous l'aviez pas cette information. Non, vous voyez, vous avez des scoops. Non, c'est pas un scoop, c'est publié, mais on n'en a pas entendu parler. J'ai une formidable nouvelle pour vous. Oui, dites-moi, je m'attends au pire. C'est une nouvelle émission de W9 qui arrive avec toute leur team de télé-réalité, tous ceux que vous aimez bien. Vous connaissez pas les noms, mais c'est des grands personnages de télé-réalité que vous aimez tant, et ils vont chercher dans toute cette bande le cerveau. C'est original. Et donc l'émission s'appelle Le Cerveau. Ils vont être dans un campus pour réviser.
Et donc, ils vont avoir des quiz, des cours, et ils vont chercher donc qui sera le cerveau de tous ces gens de télé-réalité. Et le programme s'appelle... C'est-à-dire, ils vont essayer de leur faire passer le brevet. Le bac, ouais, exactement. Et donc, ça s'appelle le cerveau. Dingue. On m'a proposé des noms, si vous voulez que je cale des gens. Oui, absolument. Donc, c'est la nouvelle émission de W9 qui va bientôt arriver. Faire venir, leur faire un quiz. Faire un quiz, un test. Voilà. Et donc, voilà, il y a eu cette semaine la conférence de presse du cerveau qui va être lancée. C'est un peu le chant du cygne demain en prime time sur Énergie 12 avec un nouveau programme qui arrive un peu tard. On leur a demandé des nouveaux programmes plutôt que des rediffs. Ce nouveau programme, eh bien, ça s'appelle Follement Déco. Ouais. C'est un magazine de décoration qui est animé par Stéphanie Catanzano. Alors au départ, la production a repeint les pièces tout en blanc. Ouais. Et là, elle dit, donc comme une page blanche, et elle dit au couple, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de ces pièces qui sont repeintes tout en blanche? Et ils sont jamais d'accord, ni sur les couleurs, ni sur ce qu'ils veulent, etc., etc. C'est un peu de la télé-réalité, hein. Un peu, je pourrais vous envoyer les épisodes. Et donc là, Stéphanie Catanzano est obligée de faire la part des choses. Et donc, il y en a qu'un seul qui reste pour la décoration, elle le choisit. Et l'autre, évidemment, du couple va découvrir les choix de l'autre. Est-ce qu'entre-temps, l'autre aura imposé son choix à son compagnon? C'est le nouveau format qui arrive demain en prime time sur Énergie 12. Ça s'appelle Follement Déco. Très bien, bonnes audiences pour Flavie Flamand et Julien Arnaud qui sont près des 800 000 téléspectateurs avec Télématin. Donc ça remonte un peu. Bonjour tient aussi sa place, mais voilà, il faut laisser du temps et le couple s'installe, Flavie Flamand et Julien Arnaud qu'on salue. Carton en vue pour W9 le vendredi 13 décembre. Vous serez peut-être branchés, ils vont diffuser le dernier concert inédit de Michel Sardou, qui s'appelle Je me souviens d'un adieu. Qui a été capté... Ah bah oui, ça, il a été filmé pour le diffuser. Non, mais c'est celui qui a été capté à l'Accor Arena. Absolument. Donc, en prime time de W9, là aussi, je pense que ça va faire de l'audience. Et puis, je voulais revenir avec vous, parce qu'on n'en a pas parlé dans l'émission Média, mais on aurait pu, créer en 1962 par Guy Lux. Oui. Interville va donc faire son retour sur France 2. La gaffe a eu ses gaffettes, Nagui n'aura pas ses vachettes. Plus trop... Avec beaucoup de polémiques autour. On l'a évoqué aussi dans l'émission Média. Dans l'émission de débat, oui, on en a parlé, j'ai posé la question. Pour ou contre les vachettes? Non, on avait des gens, des élus du Sud-Ouest. Voilà, plus de top à la vachette. Alors je vous dis, Bayonne, Dax, Mont-de-Marsan refusent donc ces conditions de participer, rejoint récemment par Palavas-les-Flots, Le Gros-du-Roi et Nîmes, dont le maire a expliqué dans le Midi Libre de la semaine dernière que c'était leur culture taurine et qu'ils ne vont pas se laisser effacer, ils ne vont pas laisser effacer les traditions pour 2-3 militants écolos. C'est ce qu'a déclaré le maire de Nîmes. Le DJ... Merci. Merci John. Le DJ, qui est notre réalisateur, le DJ et gardois Philippe Corti refuse aussi l'offre de Nagui en précisant que Nagui c'est la bien-pensance et Nagui c'est woke. Comme je n'ai pas à vos débats, quelle est votre position, Valérie Expert? Vachette ou pas vachette? Moi je dirais vachette. Moi aussi. Moi je dis vachette. Ça fait partie de l'émission. Ouais, ça fait partie de l'émission. Parce qu'ils veulent faire des fausses vachettes, c'est ça, hein? Non. Si, ils veulent faire des fausses vachettes. Oui, mais en illustration. Des gens qui sont déguisés dans des vachettes, dans des costumes de vachettes. Ah oui, j'ai vu ça aussi, vous avez raison. Donc, moi, je suis plutôt pour les vachettes. Je pense qu'elles sont plutôt bien traitées. Et puis ça fait partie. Voilà, il n'y a pas de mise à mort. Tant qu'à faire, autant inventer une nouvelle émission. Si on retire les vachettes d'Interville. Oui, en plus, ça dure pas très longtemps. C'est pas le. Donc, je sais pas, c'est une autre émission, je trouve. Et donc, ce cas-là, on devrait appeler ça jeu entre villes, ou je sais pas, ou trouver un nom et réinventer un concept, tout simplement. Et ben voilà, on a eu pas mal d'infos ce matin avec vous, à signaler aussi moi je suis Madame Audience ce matin. Un bon score, effectivement, pour la fiction Signalement. Regardez en replay si vous ne l'avez pas vu, parce que c'est vraiment une fiction rare et très forte. Et puis
Et puis quoi d'autre? J'avais une autre audience, mais j'ai oublié. Ah si, que Hanouna bat quotidien pratiquement tous les soirs en ce moment. Hein. C'est un vrai, même avec Hugh carton. Grant hier, ça n'a pas fonctionné. C'est pas le même genre de physique. Non. Non. Bon. Est-ce que John a trouvé la chanson que je lui ai demandé? Pas des jours tu sais pas pourquoi. Oh là là. Mais écoutez. Ça devrait marcher mais ça marche pas. Y a des nuits tu sais pas pourquoi. Tu devrais dormir mais tu dors pas. Tu voudrais être éclaboussé par le soleil, mais t'as les boules par la frite, t'as les abeilles, elles sont cuitas, les bananas découpées en dos. Voilà. C'est la chanson de Philippe Risoli, quand même, star de la télé. Et après, vous allez me critiquer Anne Silla. Cutasse les bananas, reprise par Julien Doré. Moi, j'estime que c'est quand même un grand moment. Voilà, j'adore Julien Doré. Oui, et j'adore cet album. Mais je trouve que la reprise est quand même. Non, mais on a critiqué Philippe Risoli et tout le monde s'est foutu de lui quand il a sorti cette chanson. Et là, repris par Julien Doré, ça devient branché. Culte. Allez, merci Gilles pour ces infos. On se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. À suivre sur Sud Radio, mettez-vous d'accord, Valérie Expert.